Bien. Alors. Donc, l'idée ce soir, pour la soirée, la thématique, alors on va se prendre 40 minutes maximum, d'accord? Enfin 35-40 minutes, parce qu'après je dois vous laisser parce que j'ai un webinaire ce soir. Donc on salue ceux qui nous rejoignent éventuellement sur Facebook, comme ça, et comme je suis dans un groupe, évidemment, je vais surtout interagir avec les gens qui sont ici. Voilà, ça vous permet comme ça d'avoir une synthèse. Donc l'idée ce soir, c'est d'aborder un thème qui me passionne, qui a été d'ailleurs avant que je découvre la PNL, une des premières approches que j'ai travaillées, la Gestalt, qui est une approche qui nous vient d'un garçon qui s'appelle Fritz Perls et qui a la particularité d'avoir été connu à l'époque parce qu'il s'est occupé d'enfants qui, notamment, avaient grandi dans des centres de concentration et qui présentaient comme diagnostic le fait d'avoir toujours une réaction extrêmement vive à l'égard de l'environnement. Pour ceux qui étaient là, quand on a parlé des diagrammes, vous savez, dans les niveaux moyens, on a un rapport à l'environnement qui est très compétitif, on va le voir en bas. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup de souffrances internes, du coup, il y a des insécurités qui nous mettent dans des systèmes, on va le voir, d'attaque ou de fuite. Et du coup, qui nous entraînent dans des comportements qui ne sont pas des comportements de succès, mais parfois d'échec. Et tout ça parce qu'il y a une composante émotionnelle qui sous-tend en fait ces comportements. Donc l'idée ce soir, c'est de montrer à la fois dans notre quotidien comment ça marche en fait cette mécanique. Donc j'ai associé à la fois une dimension de l'analyse fractionnelle, qui a été aussi une autre approche que j'ai beaucoup utilisée, formée et utilisée dans mes premières années, et qu'à travers la PNL, d'ailleurs, qui s'intéresse à l'observation de ce qui fonctionne dans différentes approches, et bien du coup, je vous propose ici, en deux tableaux, une première partie avec quelles sont les mécaniques qui nous entraînent vers le bas, dans lesquelles on ne se rend pas compte qu'on entre, en fait, qui découlent principalement, on va le voir, d'états émotionnels dits négatifs, mais mal vécus, puisqu'on verra ensuite qu'en haut, on peut au contraire remonter vers des comportements qui vont plutôt nous entraîner dans de la réussite, et on verra que quels que soient les états émotionnels, positifs ou négatifs, on peut décider soit de descendre vers le bas ou vers le haut. Quand je dis décider, ça veut dire qu'il faut être un peu plus conscient de ce qui se joue, parce que sinon, c'est plus compliqué. D'accord? Donc d'un côté, on va être dans le monde réactif, je fuis ou j'attaque, je vous parlerai aussi un petit peu des jeux psychologiques, puisqu'on va voir comment le système des jeux psychologiques nous entraîne vers le bas, et à l'inverse, comment on va remonter vers le haut. C'est cool? C'est cool. Alors, tout commence, en fait, par la vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas émotionnels. Et comme on l'a vu ensemble, eh bien, ces réactions émotionnelles que nous avons tous les jours, elles sont composées à la fois d'éléments de satisfaction et de frustration. Alors, je vais commencer en bas par des moments où on va vivre une frustration, c'est-à-dire une situation externe qui, à un moment donné, génère un inconfort interne. D'accord? Cet inconfort, il peut être manifesté par une insécurité, une peur, un doute, une insécurité de plus en plus élevée, une angoisse, voire quelque chose qui me terrorise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment, c'est ce que m'alerte le système de peur, c'est qu'il y a un danger qui est soit réel, soit fantasmé. Comme la peur de demander, par exemple, qui peut être une peur un peu fantasmée. Ensuite, on a un deuxième grand canal d'émotion qui peut nous entraîner là-dedans, c'est tout ce qui a trait à la colère, qui est une autre forme d'émotion et qui découle d'éléments qui ne me conviennent pas, en fait, de processus, de règles du jeu qui ne sont pas, à mes yeux, respectées. Donc, du coup, ça m'agace. On avait prévu de démarrer à 9h, puis finalement, on n'a toujours pas démarré, ou de finir à 21h, on n'a toujours pas fini. Enfin, bref, vous voyez, donc il y a soit des insécurités qui vont entraîner, du coup, des frustrations à l'égard des règles qui ne sont pas respectées selon mes cadres, et du coup, ça va me mettre en colère. Et on va voir que dans la colère, eh bien, on peut partir, encore une fois, dans ces différentes dynamiques, et on va voir que, du coup, que la colère, là, va nous desservir. Alors qu'on verra aussi que la colère, elle peut vraiment nous servir, nous faire grandir. Enfin, vous avez la tristesse, qui était la troisième grande forme, on pourrait dire, d'état émotionnel, qui dans le coup, donc autant la colère nous signale qu'il y a une règle du jeu qui n'est pas respectée, la peur qu'il y a un danger, la tristesse qu'il y a une perte, un sentiment de perte. Alors je peux commencer par perdre mon temps et donc du coup m'ennuyer un petit peu. Donc il y a une baisse de stimulation, à la différence de la peur et de la colère qui va me remonter en stimulation. La tristesse va me faire descendre, et dans cette tristesse, du coup, j'ai de la peine. Au fond, ça va me mettre un peu en panne. Et pourquoi? Parce que je suis plus stimulé, pas reconnu. Donc il y a une perte de lien, il y a une perte de temps, une perte d'énergie, et qui va se traduire, on va le voir, par des pertes vers le bas. Puis après, voilà. Donc
pour les principales réactions, peur, colère, tristesse, on pourrait aussi parler du dégoût, mais voilà, ce sont des alertes qui vont se manifester. Alors, ça, c'est pour le rayon émotionnel. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le rayon émotionnel va impacter au niveau du comportement. Quand on descend vers le bas, imaginons une situation, je suis, je sais pas moi, par exemple, avec chez mon conjoint, pour prendre un exemple, et puis il a eu la bonne idée de faire venir des personnes à la maison. Il est 23h30, moi je sais que le lendemain il faut que je me lève, et là tout du coup je suis un peu tiraillé entre le besoin de continuer à faire la fête et puis le besoin d'aller dormir, d'accord? Et là on va voir qu'il y a plusieurs stratégies. J'ai une frustration qui commence à naître, soit je vais me mettre en dynamique d'échec, soit je vais me mettre en dynamique de construction, d'accord? Et ça va être, on va le voir, géré par des peurs, en fait, de prendre sa place ou pas de prendre sa place. Alors, premier type de comportement qu'on va voir en face, quand une personne ne prend pas en compte ses besoins, hein, c'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer, elle va se mettre d'abord en passivité, et puis après, on va voir qu'elle va se mettre de plus en plus en réaction justifiée, réaction d'attaque ou de fuite, et qui vont évidemment la desservir. Et c'est ce modèle qu'on voit descendre ici, avec le côté réactif, d'accord ? Donc, le premier indicateur qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la fuite. La fuite, pourquoi ? Parce que je fuis le besoin. Par exemple, je dis, bon, c'est pas grave, j'ai besoin d'aller dormir, mais bon, je le ferai plus tard. D'accord ? On est en réunion, tu as dit quelque chose qui ne me plaisait pas trop. Je dis, bon, c'est pas grave, laisse couler. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est de la fuite parce que, en fait, je souffre pas assez pour commencer à réagir. Et on verra dans la vie de tous les jours, chez les gens, eh bien, s'ils ne sont pas suffisamment à l'écoute de leur frustration, et ben du coup, ils se laissent aller, en fait. Parce que pour l'instant, ça va. D'accord ? Je fume comme un pompier, mais pour l'instant, ça va. Je ne fais plus vraiment de sport, mais pour l'instant, ça va. Je crie un peu fort chaque jour avec mes enfants, mais pour l'instant, ça va. Je n'ai pas vraiment d'argent dans ma vie, mais bon, je me débrouille. Voilà. Pour l'instant, ça va. Et donc, la frustration, elle n'est pas assez forte. Et donc, du coup, je suis en passivité parce que je sens bien qu'il y a un besoin derrière, mais qui n'est pas suffisamment éclairé, on va dire. Parce que la frustration, elle est là pour révéler un besoin. Et du coup, je me laisse un petit peu aller. D'accord ? Et dans ce laisser aller, dans cette fuite, dans cette non prise en compte de ce besoin, on va aller toucher une deuxième étape qui va venir et que nous montre Perls. Alors je rappelle que Fritz Perls, hein, Gestalt, ça veut dire cycle, c'est des boucles. Et on va voir qu'on va passer par des boucles, par des spirales, par des processus qui vont nous entraîner. Donc la deuxième étape, après la fuite, pour continuer à fuir, mais à justifier cette fuite, c'est ce qu'on appelle la suradaptation. Adaptation. Donc ça veut dire quoi la suradaptation ? Ça veut dire que c'est pas seulement, par exemple, si je m'adapte, je sais pas moi, par exemple, Vincent est en train de parler, on est en réunion, il n'a pas fini de parler, je m'adapte à lui, c'est-à-dire que je m'arrête et puis je le laisse finir. Ça, c'est de l'intelligence, c'est de l'adaptation, c'est de la flexibilité intelligente. Par contre, si parce qu'il est là, comme c'est le patron, le responsable, et que je n'ose pas poser une question, là, je commence à me dire, qu'est-ce qui peut justifier ça ? C'est que moi, je me sens en moins, et lui, je vais le surévaluer, pour des tas de raisons. D'accord ? J'ose pas poser, donc j'ai peur, je me dis qu'il y a un risque, ou je me dis, de toute façon, ça va le déranger, donc je le fais pas, ou je me dis encore, de toute façon, il n'en a rien à faire de moi, donc c'est même pas la peine que je lui demande. Donc, vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la suradaptation ? Je vais justifier le fait de ne pas prendre en compte mon besoin. Mais là, vous aurez compris que le stress va donc augmenter. La satisfaction, la frustration va donc augmenter. Puisque là, le stress, évidemment, se manifeste. Ça marche ? Et donc, je me suradapte. Je me suradapte à un boulot qui ne me convient pas, je me suradapte à une relation qui ne me convient pas, je me suradapte à un environnement qui ne me convient pas, je me suradapte à une économie qui ne me convient pas, je me suradapte à une énergie qui ne me convient pas. Okay ? Ça veut dire qu'on commence à subir un petit peu. Et donc, je subis. Je commence à subir, la pression va augmenter. Mais pour justifier cette pression, mon système nerveux va chercher des bonnes raisons. D'accord ? Et c'est d'abord, en fait, un système de survie. Parce qu'à l'origine, mon système nerveux, il est là pour me protéger. Et du coup, comme, par exemple, je subis, je sais pas moi, une pression sociale, je subis... je sais pas, une pression de mes employés parce que je suis là et que je n'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, mais bon, il faut à tout prix. Donc, et je justifie que c'est pas possible. Ah, je peux pas couper mon téléphone parce que tu comprends, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je peux quand même pas partir en vacances, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Etc., etc. Donc je subis un environnement dont je sens bien qu'il ne me nourrit pas. Mais bon, c'est comme ça.
Hein, il y a des plus malheureux que moi, il y a plus ceci. Donc, toutes ces réactions, que vous avez entendues probablement de nombreuses fois, sont en fait des phénomènes, parfois, pas toujours, mais parfois, de suradaptation. Donc, de justification au fait de ne pas prendre en compte son besoin. Ça marche? Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer au bout du temps? Parce que l'amour universel va jouer son rôle, puisqu'il est là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis, après la suradaptation? En phase 3, eh ben, la pression va augmenter, puisque j'ai toujours pas résolu le problème. D'accord? Et qu'est-ce qui va se manifester de l'intérieur? Une agitation. Une agitation. Qui va prendre plusieurs formes. L'agitation, ça va commencer par... Je n'osais pas dire à mon patron, parce qu'on devait arrêter à 21h le soir, et que moi j'ai une vie après la réunion, si vous voulez, il est 21h15, il n'est toujours pas arrêté, mais je dis rien, je me suradapte, tu comprends, il va peut-être bien finir, je peux quand même pas lui dire. Mais au bout d'un moment, heureusement qu'il y a cette agitation intérieure. Pourquoi? Parce que cette frustration commence à monter, le gaz commence à venir, la moutarde commence à vous piquer au nez, et heureusement que vous avez un clou dans les fesses qui commence à faire mal. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous obliger à trouver l'énergie, en fait, pour ça. Sauf qu'on va voir que cette énergie, on peut soit l'utiliser dans de l'attaque et au fond de la destruction, soit au contraire la canaliser dans quelque chose de constructif. Mais que ce soit la peur, la colère ou la tristesse, ça viendra un peu après, mais dans l'agitation, on aura plutôt la peur ou la colère, hein, qui va nous monter en énergie. Donc au début, je suis un peu tendu. Parfois, la tension, elle est intérieure, mais comme socialement, je me tiens bien, je dis rien. Sauf que quand je suis en voiture et que le type avance pas, quand j'ai une frustration, la réaction, vous voyez, elle est un peu presse-bouton. Pourquoi? Parce que dessous, c'est un peu comme un canard qui nage en surface. À l'extérieur, ça a l'air très calme, mais quand vous regardez sous le niveau de l'eau, vous vous rendez compte que ça mouline un maximum. Donc l'agitation va commencer à monter. Donc ça vient de quoi? Des frustrations du matin, parce que mes enfants, parce que en voiture, il y avait les bouchons. Quand je suis arrivé, on m'a piqué ma place. Quand j'arrive dans mon bureau, il y a un truc qui ne va pas. Et je commence à collectionner, sélectionner, distorsionner, enfin tout un ensemble de choses. Et qui fait que du coup, la pression monte. Dit autrement, je suis en train de me charger de ce qu'on appelle de malus émotionnel, c'est-à-dire de sentiments négatifs. On dirait, en termes d'analyse fractionnelle, pour ceux qui l'ont fait, de marques d'attention négatives, hein, de ce qu'on appelle des strokes négatifs, ce sont des caresses en anglais. Sont des expériences négatives. Voilà. Ça va une fois, deux fois. Alors dans le couple, c'est la même chose. Hein. Comme je dis rien, tu vois, elle dit ça, mais je dis rien. Pourquoi? Parce que ses parents, ses machins, ses trucs, donc je dis rien. Mais au bout d'un moment, ça me casse. Vous êtes d'accord? Et puis là, je dis rien. Et puis là, je dis rien. Et puis alors, bon, allez, je vais t'aider, mais tu vois, ça me saoule un peu, tu vois. Et là, vous allez voir que la posture de victime commence à s'amplifier. Voilà, d'accord? Alors, dans ma tête, je vais critiquer un peu. Je dis, putain, quand même, il me gave avec ces trucs. Ça, mais je vais le faire quand même. Ou, oh, le pauvre petit, sans moi, qu'est-ce qu'il va devenir? Tu vois, je peux quand même pas le laisser tomber, parce que sinon, comment il va me juger? D'accord? Et auquel cas, je vais me suradapter. Moi, je sais bien que j'ai autre chose à faire, mais il me demande ça, donc je peux pas lui dire non. Ça, c'est la version plus sauveteur. D'accord? La particularité des deux, c'est qu'elle est animée, ici, d'un sentiment négatif. Et qu'est-ce qui va s'exprimer, selon vous, d'un moment? La colère. C'est qu'on va on va rentrer en phase d'agressivité. Agressivité, qui va d'abord être orientée sur moi, ensuite sur les autres, et au final sur le monde. Donc, évidemment, avec des strates plus ou moins élevées. D'accord? Au début, je te dis, bon, allez, je vais t'aider. Ce soir, je ne vais pas sortir, je vais rester avec toi. Je dis rien en plus, vous voyez. Donc, je dis rien, tes copains, ils ont qu'à être là, on va faire la fête, et puis c'est pas grave, je ne dormirai pas. Mais le lendemain matin, quand tu vas me dire, ah, écoute, machin, je dis, oh, déjà hier, j'ai accepté tes amis jusqu'à 23h. Je te rappelle qu'au début, on avait dit 10h30, hein, et qu'à 23h, moins le quart, ils étaient encore là. Enfin, vous voyez, le genre de truc. Donc, on voit bien qu'il y a un petit peu de tension qui s'emmagasine. Et du coup, la critique va arriver vite, chez moi et chez les autres. Et qu'est-ce qui va s'exprimer, bien sûr? Ce n'est pas des demandes à ce moment-là. C'est des frustrations. C'est des frustrations. Et la meilleure façon de foutre le bordel, si je puis me permettre ainsi, c'est de communiquer sur des frustrations. D'accord? Alors, après, il y a le ton, évidemment, qui va jouer. Mais en général, le ton et l'énergie font l'action. D'accord? Le ton, c'est ce que je dis, enfin, c'est la manière dont je le dis, le ton. Et donc, je vais commencer à critiquer. Et vous verrez d'ailleurs que quand on ne m'agresse pas, je dis rien, mais quand on me tape dessus, ça réagit très fort. Soit je pars en suradapté soumis,
soit je pars en suradapté rebelle, d'accord? Soumis, bah, je dis rien, et j'encaisse. Et je peux encaisser, un être humain est capable d'encaisser beaucoup. Ou au contraire, je passe en rebelle, et là j'attaque, d'accord? Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas résolu le problème, en fait, d'accord? On s'est engueulé un bon coup, moi je repars, mais je suis toujours dans la souffrance. Et on va voir que dans ces jeux psychologiques, je vous rappelle, ces jeux psychologiques, ils ont 4 niveaux d'intensité. Vous vous en souvenez? On a les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3 et le niveau 4. Un jeu niveau 1, vous jouez cette boucle, mais ça ne va pas durer. Par exemple, Vincent devait me prendre à 17h à mon bureau pour m'emmener je ne sais pas où faire du sport, et puis finalement, pas de Vincent à 17h. Et je me dis, bon, sur le coup, je me dis, il aurait pu quand même m'appeler, mais j'en fais pas une affaire personnelle, comme diraient les accords Toltec. Et du coup, je me dis, ok, je sors du jeu en fait. Frustration. Pourquoi? Parce que j'estime au fond que tu es quelqu'un de bien, que moi aussi, et qu'il n'y a pas de raison de se dévaloriser. D'accord? Si maintenant on passe en niveau 2, on va commencer en réunion, puis après on verra en famille. En réunion, par exemple, tu dis un truc, moi je dis rien, parce que tu es un peu le patron, tu es un peu le responsable, ou parce qu'il y a déjà un peu de tension entre nous, donc je dis rien. Par contre, dès que je vais aller voir Didier, que je connais mieux, dès qu'il va sortir, ou toi tu vas t'éloigner, je vais aller voir Didier, je vais dire putain, mais qu'est-ce qu'il a raconté ces conneries, lui. C'est-à-dire que comme je suis mal, d'accord, ce que je vais faire, c'est entraîner Didier dans un jeu psychologique. Et je ne suis pas en train d'évoquer des choses qui sont des demandes, je suis en train d'évoquer des critiques. Mais en général, sous le mode, écoute-moi Didier, tu vois, est-ce que tu ne trouves pas que lui, franchement, il est pas bien, quoi, d'accord? Même chose chez vos beaux-parents, donc votre conjoint vous dit un truc qui ne plaît pas. Et à ce moment-là, comme vous n'êtes pas capable d'exprimer positivement les choses, vous ne dites rien. Pour ne pas déranger, parce que ceci, parce que cela. Mais dès que vous reprenez la voiture, après le premier virage, au fait, qu'est-ce que tu es allé dire tout à l'heure devant? Ouais, et là, c'est parti. Et en général, ce n'est pas pour dire mes besoins, c'est pour dire ce qui ne m'a pas plu. D'accord? Donc c'est bien d'exprimer ses frustrations, mais pas n'importe comment. Tout peut se dire, mais pas n'importe comment si on s'intéresse un peu plus au raffinement relationnel. D'accord? Donc, on rentre dans ces jeux psychologiques. Alors, soit une version persécuteur ou sauveteur. Alors, on peut évidemment se le faire avec soi-même. Le jeu psychologique, ça marche très très bien. D'ailleurs, en général, ça va avec. Imaginez que vous avez passé une soirée une journée un peu compliquée. Vous arrivez un peu fatigué à la maison. Évidemment, ça ne va pas. Donc, vous êtes un peu lourd, un peu las. Et qu'est-ce qui se passe? Mode popcorn, canapé. Je m'installe sur mon canapé, j'ouvre ma télé. Et qu'est-ce que je fais? Je mange du chocolat, machin et tout. D'accord? En gros, je fais même parfois des choses. Développe des comportements que j'accepterais même pas que mes enfants fassent. Ouais, ça c'est sûr. Mais je me laisse aller. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au fond de moi, je suis pas bien. Donc il y a un parent interne qui me dit, tu vois Polo, t'as qu'à te lâcher, c'est pas grave, on s'en fout, on bouffe du chocolat, on bouffe n'importe quoi, etc. D'accord? Sauf que sachez que ça va pas rester dans la polarité sauveteur. D'accord? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'aurai mangé trop de chocolat, j'en serai à la 4e ou 5e plaque. Bingo! Je vais passer de l'autre côté, je vais me dévaloriser. Oui ou non? Oui. Et là, je vais rentrer dans de la culpabilisation de moi, en me disant, ah là, je suis nul, machin, etc. Et vous comprenez pourquoi, à tel point, par exemple, demain, on va travailler justement sur les comportements qui sont en écart avec notre truc, combien c'est absolument essentiel de sortir de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est vous envoyer en préconscience et en inconscience des marques d'attention négatives. Donc, si je me culpabilise, sachez que votre inconscient, et donc, vous savez, le conscient et l'inconscient, c'est comme le cavalier et le cheval, c'est comme si le cavalier condamnait le cheval. Et comme c'est toujours lui qui décide, au final, surtout dans la souffrance, puisque c'est le système émotionnel qui conduit, donc dans le laisser aller, c'est lui qui va y aller, donc du coup, je me condamne, et qu'est-ce qui va se passer? Je jette tout le chocolat que j'ai à la poubelle, je suis nul, machin, et je repars avec un sentiment quand même pas très valorisant. Je me dévalorise, etc. Et la dévalorisation, ça vous entraîne là. Donc qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Je vais retourner au boulot, je vais travailler, et quand je vais arriver au restaurant, à midi, à la cafétéria, je vais voir le gros paquet de frites. Et là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que mon côté qui s'est dévalorisé va repasser en nourriture. Et pour me faire du bien, je vais m'autoriser de nouveau des choses. Et si c'est pas avec le chocolat, ce sera avec autre chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vis un vide intérieur. Au lieu de vivre, on le verra après, un plein. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de nourrir mes valeurs, mais je suis en train de creuser à l'intérieur avec des sentiments négatifs, d'accord, de perte, de vide. Et donc du coup, je vais trouver des situations pour renouer, si vous voulez, avec de la stimulation. Sauf que je suis au niveau des jeux psychologiques. Donc, premier niveau de jeu, je m'en sors par moi-même.
Deuxième niveau de jeu, comme j'ai pris un pet un peu plus fort, j'ai besoin que socialement ça pète. Et plus il y aura d'intimité, plus ça va péter vite. Parce que si je ne connais pas bien les gens, ben, je me retiens. Et si je les connais bien, c'est ce qui fait que parfois on se comporte beaucoup moins bien avec ses enfants qu'avec le voisin de palier. Le jour où j'étais dans une gare comme ça, j'étais incroyablement surpris de la manière dont les parents parlaient à leurs enfants. Alors, je voyais bien qu'ils étaient beaucoup sous tension, notamment elle, parce que le train est arrivé, bon, elle a cru qu'il était un peu près des voies, donc elle s'est retournée et puis elle l'a secoué un peu fort, quoi. Le môme, il a eu deux trucs. D'abord, il a eu un peu peur et ensuite, il s'est fait engueuler. Donc, bref. Mais voilà. Donc, ça a créé un peu de tension sur le moment. Bref, 2, ça, c'est le niveau 2, le jeu. D'accord? Le niveau 3, c'est qu'on s'est tellement tapé dedans en termes de focalisation des problèmes que ça se vit dans une entreprise, on s'engueule trop, quoi. Donc, à un moment donné, eh bien, on va plus pouvoir gérer. Donc, il va nous falloir une tierce personne qu'on appelle un médiateur. Peut-être ce sera un avocat, peut-être ce sera la police qui va débarquer, peut-être les pompiers parce qu'on se sera mis dessus, et etc. Donc le niveau 3, c'est que ça va se terminer en gros au tribunal. Pourquoi? Parce que la société, et là vous sentez qu'on descend dans de la dépendance, la société va devoir vous prendre en charge la relation. Alors c'est pas parce que vous appelez un avocat que vous êtes dans un jeu, mais c'est la manière dont vous le faites. Si on sentait que la personne est très animée de je vais tout lui mettre sur le dos, machin, là on sent qu'il y a beaucoup de colère. Là, on a plus de chances d'être dans un niveau 3. D'accord? Le jeu niveau 3. Et puis, au niveau 4, à votre avis, ça se termine à la morgue, en gros. Hein. C'est-à-dire que la victime s'est soit suicidée, soit il y a eu un persécuteur qui l'a tué, soit le type est mort pour les autres. En faux, il est tellement parti dans son sauvetage des autres qu'il n'existe tellement plus qu'il finit par être perdant sur tous les niveaux. Quoi. D'accord? Voilà. Alors, comment ça s'est passé à chaque fois? Il y a eu des fuites. Parce que sans fuite, vous ne descendez pas des besoins. Il y a eu des suradaptations de plus en plus élaborées. Il y a eu des frustrations qui ont été retenues. Alors on s'est tentant pété à la figure en termes de machin, mais on s'est repris, voilà, mais ça ne va pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour continuer à descendre? Eh bien, on a utilisé une dernière étape que va utiliser le système nerveux, c'est l'inhibition des sensations. Inhibition des sensations. Alors c'est quoi ça? C'est le fait que si je te tape sur l'épaule sur un plan physique, au début ça fait mal. Mais au bout d'un certain temps, tu ne vas plus rien sentir. Si tu es dans un environnement où les gens s'agressent, au début ça va te choquer un peu. Mais au bout d'un certain temps, ça va presque devenir culturel, tu vois. Les gens crient, s'engueulent, etc. Moi qui ai passé des années un peu compliquées dans des cités un peu, voilà, où il a fallu la violence, c'était presque devenu un quotidien, enfin, je veux dire. Et je me souviens d'une époque où on disait un bon week-end, c'était une bonne bagarre à la sortie des boîtes. Pourquoi? Parce que c'était le référentiel. On s'est mis sur la courge. Voilà. Évidemment qu'aujourd'hui, je veux dire, comment ça a été possible, un truc pareil. On avait passé une bonne après-midi parce qu'on avait saccagé je me souviens de ça une fois, saccagé toutes les vitres d'une école comme ça. C'était à la Villeneuve. C'était un truc de fou. Mais parce que ça nous excitait en fait. On avait besoin de ça. On avait besoin d'aller faire des conneries. Et quand en plus on passait, je me souviens d'une fois, on est passé un peu, enfin c'est pas nous, mais cramer un bus, et donc du coup c'est passé aux informations. Je peux vous dire que quand vous arrivez dans les potes, que la connerie que vous avez fait, elle est passée aux infos, ça le fait. Et vous savez ce qui se passe, c'est quand on construit comme ça, c'est-à-dire qu'on développe une capacité de destruction. Et quand vous êtes reconnu pour la capacité de décider, on vous définit comme un caïd en fait. Et un caïd, c'est un mec qu'on protège parce qu'il est en capacité de destruction. La réalité, c'est qu'il vit, lui, dans une situation qui est très compliquée. Parce que vivre à l'extérieur du système, ça demande, donc hors la loi, ça demande des lois qui sont beaucoup plus élaborées que la loi sociale. Et qui nous met en permanence dans des situations de danger, parce qu'on sait qu'on a des adversaires qui nous en veulent. Donc on a des systèmes de protection qui sont très élaborés. On finit par d'ailleurs avoir les moyens de le faire. On peut avoir tout, mais la réalité, c'est qu'on n'a rien. Parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir des prostituées, des gens comme ça, on croit avoir la main parce qu'on est le caïd, mais la réalité c'est que le caïd, c'est comme un dictateur. Il a la loi, comme c'est lui qui a la loi, il a la loi tant que cette loi me protège. Et à partir du moment où je peux virer le dictateur, je peux vous assurer que je reprends ma liberté. Donc c'est une fausse croyance, mais je n'ai pas d'autre système que ça, puisque je suis dans un terrain qui est en fait, c'est la forêt, quoi. Voilà, on est dans un système d'urgence, c'est la guerre, quoi, en gros. Hein, je cherche le mot, là,
Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un environnement où, en fait, je considère mon environnement, si moi je suis là, en tant que victime, ben, je considère l'environnement très agressif, voilà, et donc je vais jouer persécuteur-sauveteur en fonction de mon système de référence là-dedans. Et en général, ça se finit mal. Ça va pour le bas? Donc, fuite, première modalité qui va se renforcer, capacité à se suradapter, à s'agiter, donc je cours de plus en plus vite pour finalement avancer de moins en moins vite. Là, on le voit ici, puisque je cours après plein de trucs, j'ai pas de cap, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de valeur en fait. Donc je passe d'un truc à l'autre. Je dépense beaucoup d'énergie, d'agressivité à l'égard de moi-même et des autres. Je me tue au travail. Hein. Alors je peux faire de la réussite dans ce domaine-là, mais je me brûle complètement. C'est-à-dire que comme je suis avide intérieur de valeur, j'ai plus de place à mon bien-être, eh bien je m'accroche de plus en plus à des actions que je crois qui vont me sauver en fait. Vous comprenez? Ça s'appelle perdre sa vie à vouloir la gagner. Je cours de plus en plus vite pour avancer de moins en moins vite en fait, par rapport à mes valeurs. Là, je peux y laisser ma peau, même si j'ai gagné énormément d'argent, je peux être sous les feux des projecteurs, connu, avoir gagné des grands tournois, enfin je veux dire être numéro un, mais des années après, en fait, comme je crois que ma seule identité est liée à ce que j'ai fait, puisque je me sens au fond pas aimé, si ce n'est à travers mes succès, ben, je suis intérieurement très mal. Et du coup, je vais trouver des sources de stimulation qui en général sont la drogue. Et vous savez évidemment que plus vous avez des moyens, plus la capacité d'autodestruction est élevée. C'est pour ça qu'on voit des gens, parfois qui ont eu tout, et qui, à part ceux qui sont allés faire à un moment donné une halte et méditer pendant 3 semaines, un mois, un truc avec un sage qui leur a remontré comment la place de l'homme était quand même là. Mais sinon, ils étaient perdus dans l'espèce de course à l'identité à travers non pas une dimension inconditionnelle, mais une dimension conditionnelle. Vous comprenez? Voilà, donc on va avoir de la perte de plus en plus. Alors d'abord de la perte au niveau social, puis après de la perte identitaire. Ça marche? La bonne nouvelle, c'est que quel que soit là où on en est, aussi bas soit-on, aussi bas qu'on puisse être descendu, hein, on est à la limite du burn-out, ou même on l'a passé, on est à la limite du suicide, on est à la limite de tout, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours remonter. Mais pour ça, il va falloir transformer. Il faut d'abord accueillir l'émotion, la peur, la colère, la tristesse, tout ça, et ensuite se dire, mais qu'est-ce qu'elle me révèle, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me révèle d'important? Et c'est là que les lois vont se transformer, hein, c'est-à-dire qu'on va revenir vers nos importants, et je vous le dis, je vous fais la synthèse des étapes, puis après on va revenir au détail. La première, c'est que je vais m'ouvrir à la sensation, c'est-à-dire je vais ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vais arrêter de m'endormir en me disant, je continue, mais pour l'instant ça va. Je me dis, attends, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui est plus en phase avec ce que j'ai envie de vivre? Et si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Qu'est-ce que je pourrais nourrir au fond? Et donc là, on va réouvrir la sensation. Ce qui va nous amener peu à peu, en phase 2, à la prise en compte du besoin, de mon besoin, de la valeur que je veux nourrir, de ce qui est important à mes yeux, de l'objectif qui serait bien pour moi. D'accord? Et puis de là, ça va nous amener ensuite à décider de l'énergie que je veux mettre dedans. Alors si vous avez suivi l'énéagramme dans les autres soirées, vous verrez qu'on est en train de passer par tous les piliers. Tout d'un coup, la conscience qui a une forme là qui ne me convient pas, ou au contraire que j'aimerais davantage, ouvrir à la relation 2, c'est-à-dire à mes besoins, être à l'écoute tout simplement de moi. 3, décider ou non de mettre l'énergie qu'il faut, parce qu'à partir du moment où je vais décider de changer, bah, il y a un investissement, temps, énergie, argent, pensée qu'il va falloir mettre en... Donc quelle est l'énergie que je suis prêt à mettre, d'accord? Ou que je peux mettre en fonction de là où j'en suis. Ensuite, je vais m'arrêter et je vais me dire quelles sont les options. Alors peut-être étudier ceux qui ont réussi, prendre en compte ma situation et me dire parmi ces options, bah, qu'est-ce qui est possible? Et prendre le temps de ne pas s'emballer. Parfois, s'arrêter, c'est gagner énormément de moi. Et le nombre de fois où j'ai vu ça, quand les gens n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de quoi? Ils n'ont plus le temps de s'arrêter. Bah, c'est le moment ou jamais, à mon avis, de s'arrêter. Parce que si vous n'avez plus le temps de vous arrêter, c'est que probablement vous êtes dans une espèce de course effrénée. C'est le coup du rat dans la machin. Et donc, du coup, il vaut mieux s'arrêter. Et parfois s'arrêter, mais pas s'arrêter dans n'importe quelle circonstance. C'est pas s'arrêter pour se mettre dans la télé toute la journée. C'est méditer, aller voir un coach, prendre du recul sur une formation, mais sortir du contexte, prendre du recul et se dire, tiens, et si on débriefait un petit peu là? Qu'est-ce qui est important pour moi?
qu'est-ce que mes frustrations révèlent comme important en termes d'objectifs, si ça se passe mieux, ça se passerait comment, qu'est-ce que j'ai comme moyen que je pourrais mobiliser, et puis voilà, j'ai étudié un peu les options. Et quand j'étudie un peu les options, il faut savoir les produire, les options, à un moment s'arrêter et les sélectionner. Et là, vous avez le côté un peu 5, je prends du recul, j'analyse la situation. D'accord? Éventuellement, encore une fois, je me fais un peu conseiller. Mais quelles sont les meilleures options? Et parfois, c'est bien de pas aller trop vite. Prendre le temps d'aller vite, comme dirait la SNCF. Prendre le temps d'aller vite. Hein, d'analyser les situations. S'arrêter lentement. S'arrêter lentement. Et enfin, ce qui va se passer à partir de la phase 5, c'est que du coup, une fois que je suis clair, un peu plus clair sur le processus que je décide de mettre en place, eh bien, il va falloir agir. Agir, côté 6, qui prend en compte l'environnement. Agir. Alors, si on faisait un zoom sur cette phase-là, je vais le faire parce que vous êtes en PNL. Et il y a, vous savez, en PNL, on étudie les stratégies d'excellence, en gros. Et il y a un truc comme ça qu'on a beaucoup mis en avant en PNL, qui montre qu'est-ce que vous retrouvez dans toutes les stratégies. Si on retire tout ce qu'on peut retirer, il y a toujours 5 étapes qu'on retrouve. Et vous allez voir, le fait de les mettre à jour, ça va vous éclairer. La première, je représente les 5 étapes par des canaux. La première, c'est l'objectif. Vous allez avoir un objectif. C'est ce que je veux. Par exemple, je suis en avion, je suis à Lyon, je veux aller à Paris, j'ai un objectif. Je veux parler à Vincent, j'ai un objectif. D'accord? Je sais ce que je veux et j'ai un objectif. La deuxième, c'est de passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, ça ne sera jamais rien. D'accord? À l'action cohérente avec mon objectif. Alors, il y a valeur et objectif dans le premier, et puis il y a l'action dans le deuxième. Ensuite, une fois que vous allez agir, qu'est-ce qui va se passer? Votre environnement va réagir. Et donc, du coup, il faut prendre en compte le feedback. Et vous allez voir que si vous avancez sans prendre en compte le feedback, bah, vous allez perdre beaucoup. Parce que c'est très intéressant d'avancer en prenant en compte les feedbacks, c'est-à-dire l'environnement. En prenant en compte ce feedback, je vais donc tirer des conclusions, des apprentissages. Je vais apprendre. Vous savez qu'évoluer, c'est apprendre, tirer des enseignements. Et grâce à ces enseignements, je vais pouvoir réorienter quoi? Mes objectifs. C'est-à-dire que je vais pouvoir... d'abord, j'ai oublié une étape, c'est derrière le feedback, on va s'adapter. C'est la capacité à s'adapter et ensuite à tirer des enseignements, donc à apprendre. Okay? Je prends les feedbacks, en fonction de ça, je m'adapte, et en fonction de ça, je tire des enseignements. Alors, prenons une image. L'avion décolle de Lyon pour aller à Paris, objectif, il passe à l'action. En fonction des vents de travers, bah, il prend en compte les feedbacks, il y a des indicateurs qui lui disent si oui ou non il se rapproche de sa destination. Il va donc s'adapter à la vitesse des vents qui sont peut-être un peu de travers, et il va tirer des apprentissages qui lui fera dire la prochaine fois tu prends un peu plus de pétrole ou un peu moins parce qu'on n'a pas besoin. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va vers l'excellence. Si j'apprends à marcher sur un fil, c'est la même stratégie. Si j'apprends de la musique, bref, on est dans des processus d'évolution. Objectif, action, feedback, adaptation, apprentissage. Ça marche? Et bon an, mal an, me rapprochant peu à peu de ma destination, on va engager une phase suivante, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'énéagramme, après le 6, hein, le côté loyaliste, j'engage l'action collective. On arrive au 7e jour, c'est le moment où on célèbre. Et on va voir que dans une stratégie de croissance, la phase de célébration est très importante. C'est un peu comme quand vous avez appris à marcher, on vous a applaudi pour vous faire avancer, c'était très important. Et donc, là encore, si vous avez des feedbacks positifs, si vous célébrez, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, vos succès, eh bien, ça va alimenter, vous allez voir le pilier suivant, c'est-à-dire que vous allez trouver du plaisir, de l'énergie, de l'action, d'accord? Mais si vous ne prenez pas de plaisir à faire du sport, à travailler, à machin, ben vous allez voir que en fait, votre taux de croissance va se réduire. Alors, on le voit, les gens passionnés ont une accélération de voilà, donc la stimulation, le plaisir, l'énergie, on va voir que c'est le côté 7, apprendre à célébrer les réussites, les petits pas aussi. Et du coup, ça va entraîner. Alors, la Gestalt s'arrête ici, en fait. La Gestalt s'arrête à 7 étapes. Sensation, besoin, attente, envie, etc. Énergie, décision de mettre de l'énergie pour agir. Recherche d'options, phase de créativité, dimension 4 de l'énéagramme. Sélection. Observation, analyse, sélection de l'information. Et on ne confond jamais production et sélection. Enfin, réalisation, phase 6, je prends en compte l'environnement et j'avance. Et je célèbre. Voilà. Et là, on arrive à la phase de satisfaction. Alors, il faut savoir que la Gestalt s'arrête ici, mais on la complète parce qu'aujourd'hui, on a l'énéagramme comme autre référence, et on s'aperçoit que c'est très intéressant de voir que plus vous allez prendre du plaisir dans une chose, plus vous allez consolider
votre faculté de leader, de leadership, c'est-à-dire la faculté à sentir que vous avez les capacités de le faire. D'accord, c'est ça d'être leader. Alors, soit vous êtes un leader qui va grandir, hein, on va le voir, soit vous êtes un leader qui va plonger. Grandir parce que vous allez acquérir une discipline que vous allez développer, les gens, vous allez les inspirer à travers cette discipline. Soit vous avez acquis des règles et du coup vous les imposez aux autres, ou auquel cas vous êtes un leader dominant. D'accord ? Et pour continuer à grandir, le leader, il va s'ouvrir à la différence, aller chercher d'autres leaders et compléter ces différences, repérer ses points forts, repérer ses points de croissance et s'harmoniser grâce aux différences. Et c'est comme ça que sa dimension de médiateur qu'on prendra dans l'NRA, mais sinon c'est la faculté à s'harmoniser avec des choses encore différentes. C'est comme ça que je continue à grandir. Et puis évidemment, ça continue. Hein. Je grandis dans la conscience de ce que mes importants, de mes objectifs, de l'énergie et des moyens que je suis capable de mettre, la faculté à me mettre toujours en créativité pour progresser, à continuer à analyser là-dedans quels sont mes 20% les plus importants pour canaliser sur le plus important, agir en fonction de cette cohérence-là, célébrer sans cesse, développer mon leadership et coopérer de plus en plus. Voilà. C'est jamais arrêté en fait. Donc là, ce sont des modalités qu'on apprend à repérer, qui sont évidemment très intéressantes au coaching, en management, en transformation tout simplement. Bref, voilà. Alors, ce qui est intéressant à repérer, c'est que si une étape n'est pas complètement vécue ou insuffisamment alimentée, vous irez à la suivante, mais celle d'après va s'arrêter naturellement. Ça, c'est très intéressant en termes de processus de croissance. Par exemple, si je n'ai pas vraiment de sensation qu'il est temps que je bouge, vous êtes d'accord que si je n'ai pas une sensation très forte, ça va être compliqué de définir vraiment ce que je veux, ce qui est important. Je ne vais pas en faire un important. Si maintenant j'ai une sensation forte, mais que l'important est mal défini, je commence à chercher quels sont les moyens que je veux mettre en place, mais c'est compliqué de mettre en place les moyens, enfin je pourrais le mettre, mais au moment où je vais chercher les options, comme le besoin n'est pas très clair, je vais avoir du mal à trouver les bonnes options parce que je n'ai pas suffisamment affiné l'objectif. Maintenant, sensation objectif bien claire. Par exemple, j'ai la sensation qu'il faut que je progresse, que je me forme, etc. J'ai bien défini que mon cap maintenant, c'est d'optimiser, je ne sais pas, ma relation avec Internet, j'en sais rien. Et 3, quels sont les moyens que j'ai aujourd'hui en termes de temps, d'argent et d'énergie. Ça, c'est clair. Mais non, ce n'est pas très clair, les moyens. Du coup, j'ai des options, mais au moment où il faut décider l'option, la stratégie, le temps que je vais y passer, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas clarifié mes moyens. Si maintenant j'ai bien clarifié mes moyens, que j'ai un peu travaillé sur les options, que j'engage de l'action, d'accord ? Aussi, ça va être compliqué, parce que au moment où je vais engager de l'action, et c'est ce qui fait que je ne vais pas tenir dans le temps, parce que je n'ai pas suffisamment évalué, donc du coup, dès qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter, je vais dire, je vais faire autrement. Voilà. Et je me retrouve en train de changer tous les 6 mois de projet. D'accord ? Si maintenant j'ai bien défini dans ma recherche d'options possibles l'option qui était la meilleure, du coup j'engage, mais comme je sens en plus de ça que je progresse, je vais avoir plus d'intensité parce que je me rends compte que c'était le bon choix en fait. J'ai pris le temps d'analyser que c'était le bon choix et je célèbre. Et grâce à célébrer, je vais aller là. Si maintenant je n'ai pas suffisamment travaillé sur l'adaptation du terrain, construire avec eux, etc., eh bien je vais pouvoir en profiter. Mais au moment du leadership, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas suffisamment pris en compte les feedbacks. Alors c'est bien que moi je décide par moi-même, mais c'est aussi les feedbacks des autres, c'est tester son marché, prendre en compte son environnement, qui va m'ajuster en fait dans mon véritable leadership. En fait. Si maintenant j'ai bien consolidé avec mon marché, j'ai appris l'environnement, agi, construit avec lui, mais que j'ai oublié de célébrer, je ne serai pas très fort ici en leadership, d'abord, si je ne célèbre pas. Okay, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que comme je n'ai pas du plaisir intérieur à faire les choses, d'accord, ce qui va se passer, c'est que je vais m'enfermer dedans. Parce que vous allez voir qu'un leader qui n'est pas dans le plaisir est un leader qui enferme les autres dans sa loi. Un leader qui est dans le plaisir, il se dit, moi, je réussis, c'est super, et du coup, je suis très curieux de voir comment les autres opèrent. D'accord ? Mais si je suis un leader, que ça a été dur pour moi, que je me suis enfermé, qu'on a toujours fait comme ça va être compliqué. Donc, dans la restauration, j'ai vu ça. C'est-à-dire, le leader, il est là, il a été culturellement managé un peu à la dure, et comme ça a été dur pour lui, il n'est pas vraiment dans le plaisir, et il te dit, mon Polo, si tu veux apprendre la cuisine, commence par frotter les casseroles, quoi, en gros. Et il va avoir un rapport qui est assez dur, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été dans le plaisir, donc on rigole pas, tu vois. Si tu veux avoir ce métier, tu rigoles pas.
Si par contre il a beaucoup été dans le plaisir, ici, et le fait qu'il soit dans le plaisir, il va s'ouvrir beaucoup plus à des stratégies différentes. Vous comprenez un peu l'idée? Voilà, donc c'est très intéressant d'observer, d'aborder, de sentir ces différentes étapes, parce que vous aurez compris que dans une modalité d'accompagnement, on peut repérer, en fait, où est-ce que l'énergie est et où est-ce qu'elle manque. Et si elle manque, ben, la plante aura du mal à pousser vers le haut, en fait. Ou pas? Donc, si on prenait par exemple l'énéagramme, chacun des profils de l'énéagramme eh bien, monte ou va vers le haut, hein, vers le meilleur de lui-même ou vers le moins bon, par la même mécanique. Si, si on analysait avec l'analyse transactionnelle, pour avoir pas mal travaillé là-dessus, ben on verrait comment, à travers le monde, je transitionne, c'est quelles sont les transactions que j'ai avec moi-même, avec l'environnement, que ce soit à travers les marques d'attention, à travers les mini-scénarios, le scénario, que ce soit à travers ce qu'on appelle les états du moi, les transactions, les fameux jeux psychologiques, etc. Alors, pour terminer vers le haut et finir en lumière quand même, je vais passer des jeux psychologiques à la puissance en fait. Quoi faire quand on est dans un jeu psychologique pour directement remonter vers le haut? D'accord? Alors souvenez-vous, je suis sur mon canapé, un peu en jeu psychologique parce que je suis mal. Je me fais plaisir en faisant du mal, en fait, en gros. Pourquoi? Parce que je suis dans des erreurs de jugement. D'accord? Et comment je peux, après avoir mangé 4 plaques de chocolat, passer, soit continuer à me culpabiliser, soit passer vers le haut. Et demain, on va beaucoup travailler sur les valeurs, parce qu'on a une grosse journée ensemble là-dessus. Vous allez voir comment la prise en compte des valeurs peut nous ramener vers le haut, mais il va falloir y aller en respectant quelques éléments. Le premier, et c'est le plus important, c'est qu'au lieu de se rester en victime, d'accord, que ce soit par un persécuteur ou un sauveteur, on va d'abord se mettre en lien, c'est-à-dire en relation positive avec soi-même, à l'écoute. Et je vous rappelle que la première façon de faire évoluer une personne, c'est de se mettre en relation avec. Que ce soit avec vous-même, votre conjoint, les autres. Si à un moment donné, il y a une problématique, la seule solution pour faire grandir, c'est de se mettre en relation. Et pas n'importe quelle relation, c'est une relation valorisante. Dit autrement, je suis sur mon canapé, et là, je vais me dire, tiens, Polo, on est à la 5e plaque de chocolat. C'est quoi ton désir, en fait? Et la première chose à faire, c'est aller chercher, c'est quoi mon vrai désir? Mon désir. D'accord? Et là, on rentre, vous allez voir, ici, dans l'écoute du désir. Et au fond, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le chocolat? Et là, commence par, et on va y aller dans du raffinement, c'est-à-dire goûter un petit peu. Et comme je suis vraiment axé sur mon désir, mon plaisir, mon raffinement, eh bien, naturellement, je vais développer de l'autre côté un comportement qui sera beaucoup plus positif. Là, on était dans la relation avec moi-même, l'écoute de moi-même. Du coup, je vais déterminer ce qui est important, parce que grâce à cette écoute, je vais pouvoir aller chercher mon important, mon désir, mon objectif, ce qui est important pour moi, comment je me... Hein, c'est quoi que je désire à moyen terme, à long terme. Voilà. Et être à l'écoute de ça, c'est faire grandir la personne dans la conscience. Je cherche mon bon feu. À la fois des valeurs qu'elle a et de la vision qu'elle espère, en fait, en gros. Et du coup, elle va pouvoir se mettre en relation comportementale intelligente. C'est-à-dire qu'elle va développer des comportements positifs. D'accord? Vous comprenez? Vous verrez que partout où vous mettez du désir et du raffinement, vous trouverez du développement. Si vous aimez la cuisine, et que c'est le désir qui vous conduit, l'envie, l'amour de la cuisine, la joie de le faire, etc., et le bonheur de vous accomplir là-dedans, eh bien vous allez voir que vous allez développer du raffinement en fait. Enfin, surtout si vous mettez du raffinement là-dedans, vous allez faire évoluer votre façon de... Si, quand vous faites de la musique, ben, vous y mettez du plaisir. Le premier truc, c'est le désir. Le deuxième, c'est l'amour. Vous apprenez à aimer. La troisième source qui va venir derrière, c'est la joie. Et la joie, elle est en rapport avec votre faculté à faire les choses. C'est-à-dire que vous avez de la joie parce que vous vous rendez compte que ça marche, c'est super. La joie, elle découle, c'est le contraire de la colère. Le contraire de la colère, la colère, c'est quand les règles du jeu ne fonctionnent pas. Je ne trouve pas ce que je veux, ça ne me va pas, ça m'irrite, etc. Et la joie, c'est quand c'est pile ce que je voulais, en termes de temps, d'espace, de machin, de trucs. Bing, donc j'ai de la joie. Et comme j'ai de la joie, j'ai de la performance qui arrive derrière. Parce que j'ai envie de faire les choses mieux, j'ai de la créativité, j'ai envie de progresser, etc. Et du coup, comme je m'accomplis de plus en plus, eh ben, j'ai de la paix qui va venir derrière, et autrement de la sérénité, un sentiment de réalisation, d'accomplissement qui est en train de naître.
Et vous comprenez comment ces émotions de base, en fait, vont être des ascenseurs très importants pour accompagner des comportements de plus en plus raffinés, de plus en plus performants, de plus en plus... Si quelqu'un apprend à marcher sur un fil, il va mettre beaucoup de raffinement parce qu'il a le désir de progresser. Plus il désire, plus il aime faire ça. Plus il aime faire ça, plus il met de la joie, de la stimulation. Et du coup, il développe de la performance. Voilà. Que ce soit pour la cuisine, la musique, l'amour dans le couple, partout. Là où vous mettrez du raffinement, enfin du désir et du raffinement, il y a des chances que ça aille mieux. Donc pour moi, la voie suprême pour sortir de ces trucs-là, c'est de retrouver mon propre désir. À quoi j'accède pour moi? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi mes sensations? Qu'est-ce que je désire? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Quelle énergie je peux mettre aujourd'hui, ne serait-ce que pour commencer à aller mieux? Et puis à partir de là, de progresser. Désir, continuer, etc. Ça marche? Donc les 3 P, pourquoi on appelle ça les 3 P? Parce qu'en termes d'analyse transactionnelle, là on avait la victime, le persécuteur et le sauveteur. Et là en fait on a la puissance de l'enfant en fait, qui est dans sa création, dans son élan, dans son plaisir d'avancer, qui est soutenu par le parent nourricier, qui est donc à l'écoute, donc la prise en compte, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton ressenti, Polo, mais aussi chez toi, je peux être aussi très nourricier avec toi, mais ça ne veut pas dire être dans le sauvetage, dire qu'est-ce qui se passe pour toi. Et puis de l'autre côté, du coup c'est grâce à cette relation que j'écoute ce qui est important, ce que tu voudrais, si ça se passait mieux, ça se passerait comment. On est donc plus orienté sur l'expression de la frustration, mais sur l'expression du besoin, de l'attente, de l'envie, et ça va tout changer. Et enfin à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait réorganiser comme règle du jeu qui nous permettrait de progresser? Tu n'es pas d'accord avec l'erreur de la réunion? Ok, qu'est-ce qui est important là derrière pour toi? Peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Ok, c'est ça qui est important. Ton objectif, c'est quoi? Par rapport à moi, voilà où on en est. Et puis, mettons en commun nos importants, nos objectifs. Peut-être qu'on découvrira qu'on n'a plus rien à faire ensemble et qu'au fond, c'est une bonne loi de se séparer. Parce qu'il y a toujours un projet commun. Peut-être celui de se séparer pendant un certain temps, professionnellement, affectivement, parce qu'on n'a plus de projet. Mais avant de taper dans la séparation, il y a peut-être bien d'autres possibilités. Si vous réouvrez la canal des valeurs, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même vachement d'importants qui sont là. Il y a peut-être des projets que vous pouvez retrouver. Et à partir de là, de vous redéfinir une organisation. Et puis si, à court terme, ça s'avère dans l'écoute, dans la prise en compte des valeurs de chacun et des projets, qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui est fait plutôt pour aller sur l'eau et l'autre plutôt sur la berge, c'est comme le canard et la poule. Il y a un moment donné, il faut accepter l'idée que vous avez 2 terrains de jeu qui sont différents. De jeu JE ou JEU. Et ça, c'est l'écoute. Donc l'écoute, ça vous permet de vous réunir ou de vous unifier, y compris dans la différence. C'est pour ça que la relation est source première de croissance. Oui. Le premier P en bas, c'est quoi? Puissance. Protection, c'est le côté, et permission. Et en fait, il faut que tu donnes des permissions d'être déjà, d'avoir des besoins, des envies, de les exprimer, le droit d'expression, le droit de vie, Donc c'est de l'honneur, il faut apprendre à t'honorer. Ça, c'est de la permission. Je me donne la permission de vie, la permission d'exister, la permission de... Voilà. Et en même temps, j'ai des protections, des règles. Pourquoi? Parce que sans règles, tu es en danger. C'est comme dans un pays, s'il n'y a pas de règles, il y a de l'insécurité. Et ça nous entraîne là. Donc il nous faut des règles. C'est comme la bienveillance. La bienveillance, c'est de la relation, mais c'est aussi des règles. Parce que s'il n'y a pas de règles dans la relation, vous n'êtes pas dans la bienveillance, vous êtes dans du sauvetage négatif. La bienveillance, c'est je t'écoute, je t'accueille, je suis bien à l'écoute de ce qui se passe pour toi, de là où tu veux en aller. Mais tu vois, j'entends bien qu'aujourd'hui tu voudrais prendre cette sucette, mais toi c'est non. Parce que tu sais, c'est l'enfant qui arrive à la caisse, maman je veux une sucette. Écoute, j'entends bien que tu veux une sucette, j'entends bien, c'est ton besoin important, ok. Peut-être même, et je m'imagine qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dans ce magasin, mais tu vois, pour telle et telle raison, c'est non. Et là on va poser un cadre. J'entends bien que tu aimerais bien que je te dise oui pour aller au restaurant avec toi. J'entends bien ça, mais tu vois, ce soir, là, pour des raisons qui sont les miennes, je vais devoir te dire non. Et c'est ok. Voilà. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut dire simplement que... Pardon? Le P du bas. Puissance. Puissance. Je vais l'écrire, comme ça. Puissance. Protection. Dans tout système, il y a des règles du jeu qui fonctionnent. Et il faut de la qualité de lien, c'est-à-dire de la permission. C'est comme ça qu'on appelle ça. On donne des permissions. Permission de quoi? D'être, d'exister. Tu as le droit d'avoir des envies, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir des émotions. Voilà. Donc la grosse différence entre le haut et le bas, c'est qu'il y a toujours des peurs
des deux côtés, par exemple, il y a toujours des tristesses des deux côtés, mais en bas, on fuit la peur ou on l'attaque, au fond, on la dévalorise, on la culpabilise, on la coupe. Culpabiliser, ça vient de couper. Et en haut, on se responsabilise. On honore et on se responsabilise. Donc j'ai le droit d'être dans la peur. La différence, c'est que je te dis, écoute, je ne suis pas très rassuré. Qu'est-ce que tu pourrais faire ou dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour... Parce que moi, c'est vraiment important que je sois rassuré par rapport à ça, qui n'est pas du tout la même chose que de vous dire en tant que manager, votre dossier, il est nul, etc., refaites-moi ça. Simplement parce que je n'ose pas exprimer ma crainte. Vous comprenez ? Je peux être en colère et vous dire, écoute, là, pour moi, c'est juste pas jouable. Tu vois ? Jusque-là, j'ai accepté, à partir de là, c'est non. Et c'est tellement un non que cette rébellion intérieure, là, au lieu de la mettre dans la destruction et de me plaindre de choses et d'autres, comme dirait mon ami Olivier Roland, là, que j'apprécie beaucoup, je deviens un rebelle intelligent, c'est-à-dire que je vais mettre... Et tout grand entrepreneur, tout grand créateur, tout grand, a de la rébellion en lui. De sorte que pour exister à travers la forme qu'il reconnaît de lui. Prenez une mère Teresa ou un truc comme ça, et c'est des gens qui étaient... ou l'abbé Pierre, c'est des révolutionnaires, les gars. Sauf que... Enfin, les gars, les personnes... Sauf qu'au lieu de mettre cette rébellion, cette injustice et de se plaindre, ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce que concrètement je peux tirer de ça ? Donc, c'est très important d'accepter. Vous savez, quand moi j'ai commencé le développement personnel, je vais finir là-dessus, on a beaucoup valorisé la descente aux enfers, en gros. C'est-à-dire que tu avais mal quelque part, c'est un peu à l'origine de la Gestalt, tu écoutes ton truc, tu te mets dans la colère, tu l'exprimes, et donc on passait beaucoup de temps à exprimer avec beaucoup d'ardeur nos tristesses, nos colères, nos machins. Donc au bout d'un moment, ça m'a même un peu saoulé parce que je trouvais qu'on passait trop de temps là-dedans. Et il y a des fois, franchement, je pense que ça aurait fait beaucoup de mieux aux gens de prendre leur paire de baskets, d'aller courir un peu et de se remettre un peu en positif. Donc quand moi est arrivé la PNL, là je suis parti dans le balancier inverse. Donc là, on ne prenait plus du tout en compte les problèmes, on était à fond sur les solutions, c'est-à-dire les ressources, les machins, et on croyait à fond à nos valeurs, à nos ambitions, à nos machins. Et j'ai fait partie de cela, mis énormément la puissance sur les ressources, le machin, et il n'y avait jamais de problème en fait, puisqu'on n'avait que des challenges, des machins, et c'était bien, hein, c'était un peu la Robbins, bien que Robbins a aussi une très grande sensibilité quand vous le connaissez un peu plus, voilà, mais on est axé sur du positif. Et aujourd'hui, vous verrez que ce qui va apparaître de plus en plus, ça commence à apparaître de plus en plus, c'est la faculté à ouvrir le champ, ici, ce qu'a fait d'ailleurs la Gestalt depuis des années. C'est pas nouveau, mais ça commence à passer un peu plus dans le développement personnel, où on rééquilibre les deux, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin bien sûr de lumière, mais qu'on va vraiment grandir grâce aux frustrations. On a besoin absolument des deux, et c'est pour ça que, vous verrez ce beau dessin, vous savez, l'harmonisation, en fait, c'est la prise en compte des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de la souffrance et de la lumière. Donc moi je dis toujours, pour descendre à la cave, dit autrement dans la souffrance, c'est important d'avoir une bonne bougie, mais après on va aller accueillir la souffrance. D'accord ? Ce que fait l'énagramme. Elle met les voies d'intégration dans le sens de les flèches, là, vous savez, qui sont dans le sens de la désintégration, pour vous indiquer, au lieu de fuir ta peur, aime-la. Enfin, c'est l'amour qui va te transformer. L'amour avec quoi ? C'est-à-dire le désir, l'amour pour transformer. C'est pour ça que la considération et la relation, c'est la source la plus importante de transformation. Ça va commencer avec soi-même, l'amour de ses fragilités, parce que c'est grâce au fait qu'on les aime, donc on n'est plus dans la fuite ou dans l'attaque. On se dit, bon, sur ce point-là, je sens qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment nourri. Et comme c'est un important, eh bien, je vais le mettre en avant, je vais le reconnaître comme une valeur dans ma vie. Et à partir de là, comme c'est quelque chose de très important, je vais accepter de me poser, de me dire quels sont les moyens que je peux mobiliser pour aller chercher mon rêve, mon espoir, mon envie, mon truc. Comment je peux trouver des solutions, aller chercher les bonnes personnes et m'engager et du coup transformer ma vie. Right? Mes chers amis, on va s'arrêter là-dessus. Belle soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.